Très heureux de vous retrouver en ce lundi 4 mai 2020, soit 11e jour du mois de Ramadan. Fidèles téléspectateurs, partout où vous nous regardez, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. C'est parti. La Fondation Volontaire d'Afrique a fait un don d'équipements sanitaires au ministère de la Santé et des Affaires sociales. La cérémonie qui a eu lieu ce lundi 4 mai dans les locaux du département s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. On fait le point avec Al-Hamidou Badini et Ibrahim Koulibaly. Après la Maison de la Presse, l'ambassade du Niger, la FENASCOM et le Centre Nelson Mandela, c'est au tour du ministère de la Santé et des Affaires sociales de recevoir des dons de la Fondation Volontaire d'Afrique, composée entre autres de masques, de kits de lavage des mains et de kits de traitement d'eau. La Fondation veut, à travers cette action citoyenne, contribuer à l'effort national de lutte contre le Covid-19. Il y a aussi des kits pour les centres de santé. C'est kit de télémédecine, kit autonome de fabrication de solutions de désinfectants, parce qu'on a fourni des gels hydrauliques, mais on sait que plus tard, ça ne peut pas être soutenable. Donc on a conçu un kit avec une université suisse qui fonctionne au solaire, qui permet de fabriquer à partir de l'eau et du sel des solutions de désinfectant. Un cachet particulier de la Fondation Volontaire d'Afrique, c'est la confection de masques locaux avec pour objectif la valorisation du coton, la création d'emplois, le tout concourant à la concrétisation de la vision du chef de l'État, un Malien, un masque. Ce Covid-19 est une réalité. Les Maliens doivent se protéger, se laver les mains. La distanciation est très importante. Aujourd'hui, ce don qui a été fait par la fondation de Samba Bathily est une initiative humaine, continentale, africaine. 12 pays, ce n'est pas 12 villes, c'est 12 pays. Il a donné à 12 pays. Je crois que de la manière dont il a voulu que nous, créateurs, viennent signer, accompagner l'initiative est une chose incroyable. Accompagner, surtout par le coton africain, la création africaine, la jeunesse africaine, pour leur donner de l'emploi, lutter contre la pauvreté. Et pour nous, c'est une chose qui n'a pas de prix. Invitant la population au strict respect des gestes barrières, au président de la Fondation Volontaire d'Afrique de saluer les actions entreprises par les plus hautes autorités dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Et il y a de cela quelques semaines, le président de la République a lancé cette initiative « Un Malien, un masque ». Je pense que nous apportons aussi notre contribution dans cette initiative qui est de donner à chaque Malien un masque. Donc nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de notre responsabilité sociétale, parce que si tu fais des affaires, la main qui reçoit, c'est la main aussi qui doit donner. Évoquant les actions de prévention et l'ensemble des mesures adoptées par le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19, le ministre de la Santé et des Affaires sociales se réjouira de cette noble initiative de la Fondation Volontaire d'Afrique. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de démontrer que nous ne gagnerons pas seuls dans ce combat et qu'il faut que tout le monde vienne ensemble. Et que nous devons construire ensemble. Et je voudrais profiter, pour ne pas être long, je voudrais profiter pour vous remercier particulièrement Samba Bathily et bien sûr Fondation Volontaire d'Afrique qui ne connaît pas. Nous avons travaillé ensemble dans d'autres circonstances, mais le voir auprès de nous aujourd'hui me réconforte et c'est une démonstration très claire qu'il se sent concerné par tous les combats que nous menons. Que ce soit sur le champ de l'innovation, que ce soit sur la transformation des structures sanitaires, que ce soit aujourd'hui le combat contre le Covid, il est là et nous tenons vraiment à le remercier. 61 millions de dons pour renforcer la prévention, c'est extraordinaire. Face à la pandémie de Covid-19 qui sévit dans le monde entier, la Fondation Volontaire d'Afrique entend pleinement jouer sa partition pour une lutte efficiente et effective. Pour ce faire, la Fondation déboursera 600 millions de francs CFA destinés à 12 États africains.
Les actions de solidarité s'enchaînent pour pouvoir lutter contre la pandémie du coronavirus. Justement, nous restons dans ce même cadre en cette période de pandémie de Covid-19 où l'instauration du couvre-feu est toujours en cours dans notre pays. Les tailleurs maliens sont confrontés à d'énormes difficultés dans leur boulot à l'approche de la fête de Ramadan. C'est le constat fait par une de nos équipes de reportage qui a sillonné quelques endroits de la capitale malienne Bamako. Voyons tout cela avec Ahmadou Diallo et Draman Mali. Coupure d'électricité, manque de clients avec une réduction considérable des heures de travail, c'est le quotidien des tailleurs en cette période de pandémie de Covid-19 accompagnée par une forte chaleur. À l'approche de la fête de Ramadan où les tailleurs sont fortement sollicités, le couvre-feu instauré par les autorités maliennes constitue un véritable blocage pour le secteur et c'est toute la chaîne économique du pays qui est fragilisée. Bon, c'est un peu difficile quand même. Bon, on entend de gérer avec le temps. Donc, au cours du feu, là, c'est le 21h. Bon, désormais, avant la maladie, avec le couvre-feu, on travaille jusqu'à 22h, 23h pour descendre. Mais avec le couvre-feu, on respecte la loi parce que c'est une loi. Actuellement, avec le couvre-feu, c'est pas facile, surtout avec le mois de carême. Nous savons que dans la journée, jeûner et puis travailler, c'est pas facile. Donc, nous travaillons pendant la nuit, souvent de 21h jusqu'à 4h du matin. Bon, avec le couvre-feu, on fait pas on coupe pas assez de tenue dans la journée. Donc, comme on termine à 21h, on ferme à 21h, donc ça joue sur le rendement de notre travail. Avec l'instauration du couvre-feu, le temps de travail est considérablement réduit pour les tailleurs et les activités tournent au ralenti. Je voudrais que le gouvernement regarde un peu. On est dans cette période de fête et c'est maintenant que les ateliers sont vraiment sollicités. De voir les ateliers, on peut les épargner, on peut rester à l'intérieur de nos ateliers travailler sans auparavant sortir dehors. S'ils peuvent nous épargner le couvre-feu pour ça, qu'on reste à l'intérieur de nos ateliers pour travailler. Si on ne sort pas dehors, c'est ça le problème. C'est le fait de sortir dehors, c'est ça le problème. Mais si on reste à l'intérieur, je ne vois pas où il y a le problème et que nos portes soient ouvertes, ce n'est pas un problème. D'épargner les ateliers et de nous laisser travailler. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de nos autorités, c'est comme le travail de Ramadan, c'est temporaire. Si vraiment ils pouvaient nous laisser travailler pendant la nuit, nous donner vraiment des feux verts pour qu'on puisse vraiment travailler librement à l'atelier. Bon, pour moi, vraiment, ça me gêne. Parce qu'à faire de couvre-feu, on travaille la nuit, mais la journée, on est dans le mois de Ramadan. C'est le moment de travail pour nous. Si on travaille à la journée, on ne peut pas travailler. Si on jeûne, on ne peut pas travailler la journée. Mais après le coupé de Karim, on peut travailler la nuit. Mais s'il y a le couvre-feu, après le coupé de Karim, on reste à la maison, on ne peut pas travailler. Mais nous, le tailleur, on peut pas travailler la nuit. Mais avec le couvre-feu, ça nous dérange vraiment. Mais on est obligé de se porter. Sinon, quand même, moi-même, je ne gêne pas. Ça m'empêche de jeûner, tu vois, non. Si je gêne, je ne travaille pas. Donc, on est obligé de travailler. En cette période de forte chaleur, les coupures d'électricité demeurent un autre problème auquel les tailleurs font face. Ça joue énormément sur le travail parce que quand on se donne à fond et que tu es vraiment à fond sur le boulot, tac, il y a une coupure. Donc, c'est pas facile. On ne sait pas du tout quoi faire maintenant, que ce soit la nuit, dans la journée, on a tout le temps ce problème-là. Donc ceux qui ont la chance d'avoir un groupe électrogène, c'est facile, mais ceux qui n'en ont pas, ça casse le rythme du boulot. Et puis même si tu veux faire plus, c'est pas facile. Ça me gêne beaucoup. Le courant coupe tout le temps. Parfois, ça fait des heures, ça ne vient pas. Bon, on attend le courant. Le courant aussi, ça nous dérange. La coupure. Et puis en plus, le couvre-feu là, les deux la dérangent. Ce qu'on veut dire quand même, à faire de courant, ils n'ont qu'à nous aider pour le courant quand même. Même le couvre-feu là, si on arrive à diminuer
ou ajouter le temps, ça nous arrange beaucoup. Le couvre-feu instauré par les plus hautes autorités du pays semble freiner l'activité économique dans tous les secteurs de développement. D'ici là, nous osons espérer sur la levée des mesures en cours pour permettre à la population de mener pleinement ses activités quotidiennes. Bien, j'espère que ce cri de cœur sera très bien entendu par nos plus hautes autorités. C'était un dossier réalisé par Hamadou Ndiallo et Draman Malé. Changeons maintenant l'angle de l'actualité. Maintenant, cap sur Paris, où le Premier ministre Édouard Philippe doit présenter lundi à partir de 14h30 son plan national de déconfinement devant le Sénat qui votera à l'issue d'un débat. Les sénateurs vont également se pencher sur le projet prorogeant, voilà, j'arrive, l'état d'urgence sanitaire de 2 mois. Commentaire signé Moussa Fomba. L'Assemblée nationale, c'est au tour du Sénat de se prononcer sur le plan national de déconfinement d'Édouard Philippe. Cette présentation prévue lundi 4 mai à partir de 14h30 doit être suivie d'un débat et d'un vote. De très nombreux inconnus perdurent sur l'après 11 mai, en premier lieu sur la réouverture des écoles qui devront respecter un protocole sanitaire très strict. Lavage des mains à répétition, jeux proscrits, désinfection du matériel. Un vrai casse-tête, surtout en maternelle, font valoir certains enseignants. De nombreux maires ont fait savoir qu'ils ne rouvriraient pas les écoles le 11 mai quand d'autres ont demandé un report. Plus tard dans la soirée, le Sénat doit également se pencher sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire de 2 mois jusqu'au 24 juillet. Cette prolongation annoncée samedi par le gouvernement ne peut en effet être autorisée que par une loi. Le texte doit être examiné par l'Assemblée nationale à partir de mardi. Les 7 articles du projet de loi visent à conforter le cadre juridique de ce régime et à l'élargir pour y intégrer les enjeux du déconfinement qui doit débuter le 11 mai, a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran. Il prévoit ainsi des mesures nouvelles telles une quarantaine à l'arrivée sur le territoire national dans certains cas et mesure la plus discutée, un système d'information permettant de tracer les malades. L'examen du projet de loi devrait se prolonger tard dans la nuit avec plus de 160 amendements déposés rien qu'en commission. Le texte ira ensuite à l'Assemblée nationale en vue d'une adoption définitive avant la fin de la semaine. À présent, un mot de l'actualité sur l'AGI, où la télévision centrale de Chine a qualifié de dément et imprécis les propos du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a évoqué le 3 mai des preuves immenses de l'élaboration du coronavirus dans un laboratoire chinois. Nous retrouvons encore Moussa Fomba pour plus de détails. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé samedi dans une interview qu'il y avait un nombre significatif de preuves que la pandémie de Covid-19 soit partie d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan. Il existe des preuves immenses que c'est de là que c'est parti, a insisté le secrétaire d'État américain, interviewé sur la chaîne ABC, refusant de dire s'il pensait que le virus avait été libéré intentionnellement par Pékin. La Chine est connue pour sa propension à infecter le monde et à utiliser des laboratoires ne respectant pas les normes, a-t-il développé. Ce n'est pas la première fois que le monde est mis en danger à cause de virus provenant de laboratoires chinois. Mike Pompeo a par ailleurs dit regretter le manque de coopération des autorités chinoises afin de faire la lumière sur l'origine de la pandémie. Il continue d'empêcher l'accès aux Occidentaux, aux meilleurs médecins, a-t-il dénoncé. Il faut que nous puissions aller là-bas. Nous n'avons toujours pas les échantillons du virus dont nous avons besoin. Le président américain Donald Trump avait déjà lié jeudi le nouveau coronavirus à l'Institut de virologie de Wuhan et menacé la Chine de taxes punitives. Et nous restons toujours avec Moussa Fomba pour nous décortiquer l'actualité sur la chaîne internationale en plus bref et en images suivantes. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est à Paris depuis ce dimanche matin pour y subir un contrôle médical. Amadou Gon Coulibaly a subi une lourde opération du cœur il y a 8 ans pour laquelle il est régulièrement suivi. Le Premier ministre a par ailleurs observé fin mars début avril un autoconfinement de 14 jours pour avoir été en contact avec une personne testée positive au Covid-19. Selon ses services, lui-même n'a pas contracté la maladie. Vendredi, il était apparu en public lors d'un discours à la primature pour la fête du
du travail. Son départ pour Paris la nuit dernière intervient alors que les frontières sont fermées aux personnes dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété en Côte d'Ivoire pour lutter contre la pandémie. Pour rappel, Amadou Gon Coulibaly, 61 ans, a été désigné en mars pour porter les couleurs du RHDP, le parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Faure Gnassingbé a prêté serment devant la Cour constitutionnelle ce dimanche 3 mai pour un 4e mandat après la présidentielle du 22 février. Lors de la cérémonie solennelle, le président de la Cour constitutionnelle a mis en garde à tous ceux qui contesteraient les résultats du dernier scrutin. Ce fut une cérémonie sobre, pandémie de coronavirus oblige, qui s'est déroulée en présence des présidents d'institutions, membres du gouvernement et les diplomates. Gabriel Agbeyome Kodjo, arrivé en 2e position avec 19,46% des voix, n'accepte pas les résultats. Réagissant à la cérémonie de ce dimanche matin, le candidat de la Dynamite Kbozoro, en liberté sous contrôle judiciaire, avec d'autres cadres de son mouvement, a écrit sur son compte Twitter « Triste journée pour les Togolais qui continuent leur chemin de croix malgré leur ferme volonté de se construire une nouvelle trajectoire de vie. » À Madagascar, Ange Rajouel s'est exprimé dimanche soir lors d'une interview au palais présidentiel diffusée à la télévision nationale sur sa chaîne privée et sur celle de l'un de ses ministres. Pendant près d'1h30, le chef de l'État malgache a vanté les bienfaits du Covid organique, le remède mis au point à Madagascar censé prévenir et guérir du Covid-19 et de l'artémisia, la plante utilisée dans ce remède. Pendant plus d'une heure, le président s'est félicité de la mise au point de la décoction malgache et a demandé à ce que les critiques concernant ce remède cessent. Des essais cliniques d'injection à base d'artémisia sur les nouveaux malades du Covid-19 seront effectués à partir de la semaine prochaine, dit-il. Cette plante peut guérir beaucoup de maladies. Si nous n'agissons pas vite, d'autres chercheurs vont nous dépasser, a précisé le chef de l'État. Poursuivant sur sa lancée, il a aussi annoncé la mise sur pied dans le pays du plus grand centre de cancérologie en Afrique. Le président tanzanien a déclaré qu'il allait envoyer un avion à Madagascar pour importer un traitement à base de plantes qui a été présenté comme un remède contre le coronavirus par le président du pays, Ange Rajouel. Le chef de l'État tanzanien a mis en doute la fiabilité des données gouvernementales dans son pays sur l'épidémie du Covid-19 et a ordonné une enquête sur le laboratoire médical national. À ses yeux, la situation n'est pas aussi mauvaise que le prétendent les alarmistes. L'opposition l'accuse d'être dans le déni. Officiellement, 408 cas y ont été détectés, dont 16 mortels. Il est possible qu'il y ait des erreurs techniques ou que les réactifs importés aient des problèmes, a alors estimé le président tanzanien. Avant d'ajouter, il est également probable que les techniciens soient payés pour induire en erreur. Ces constatations signifient selon lui que certaines personnes qui ont été testées positives n'ont même pas cette maladie et qu'au final, la situation n'est pas aussi mauvaise que le prétendent les alarmistes. Eh bien, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de votre journal de ce lundi 4 mai 2020. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas, d'un moment à l'autre, vous pourrez suivre le journal en langue nationale bamanankan avec Fatoumata Yaya Kane. N'oublions pas du tout, en tout cas, d'utiliser les gestes barrières pour contrer le virus. Merci et à demain, Inch'Allah.